Bonjour, il a fait irruption sur la scène internationale, c'était le mois dernier. Beaucoup d'entre vous l'ont découvert à cette occasion, même s'il était déjà, il faut bien le dire, un visage familier des téléspectateurs argentins. Blouson noir et chevelure en bataille, l'économiste Javier Milei devient ce dimanche le nouveau président de la nation argentine. Pour le meilleur ou pour le pire, on va tenter de comprendre ce phénomène avec la sociologue Maricel Rodríguez Blanco. Mais d'abord, que propose Javier Milei pour mettre fin à près de 3 décennies de pouvoir péroniste durant lesquelles l'Argentine a alterné entre politique sociale timide et phase de libéralisation? Olivier Fessol nous détaille son traitement de choc. Tronçonneuse en main, le tonitruant futur président argentin harangue les foules. Depuis son entrée en politique en 2021, Javier Milei promet meeting après meeting de tailler en pièces la dépense publique de l'Argentine. L'économiste libertarien de 53 ans veut supprimer la monnaie du pays, adopter le dollar, fermer la banque centrale et mettre fin à toutes les aides sociales. La situation de l'Argentine est critique. Les changements dont notre pays a besoin sont radicaux. Il n'y a pas de place pour la modération, il n'y a pas de place pour la tiédeur, il n'y a pas de place pour la demi-mesure. Celui qui se définit comme un anarcho-capitaliste veut libéraliser la santé, l'énergie, supprimer un grand nombre de taxes, mais aussi légaliser le commerce des armes et permettre aux Argentins de vendre leurs organes. La liberté comme étendard, sauf celle pour les femmes d'avorter, celui qui se fait surnommer le lion veut rendre illégal l'avortement, autorisé depuis 2021. Et c'est donc à un virage radical que s'apprête à prendre l'Argentine. À quoi s'attendent les Argentins eux-mêmes, Mathilde Guillaume, d'autant que c'est non pas un homme, mais un couple qu'ils portent à la présidence. Et là, c'est inédit puisqu'on ne parle pas d'un couple au civil, mais d'un frère et sa sœur. L'ambiance est étrange en Argentine. On sent vraiment qu'on est à la veille d'un changement de modèle. Alors d'un côté, chez les supporters de Javier Milei, l'espoir est à son comble. Eux en sont persuadés, il va pouvoir y sortir de cette crise économique sans fin dans laquelle le pays est englué. Ils souhaitent un changement de matrice totale, des réformes structurelles profondes pour pouvoir assainir le pays, quitte à se serrer énormément la ceinture dans un premier temps. Et puis dans le camp d'en face, chez ceux qui n'ont pas voté pour Javier Milei, on n'a toujours pas encaissé le choc de sa victoire. Eux craignent des mesures d'austérité drastiques, craignent des vagues de licenciements dans la fonction publique, une nouvelle dévaluation, encore plus de pauvreté. Et puis ils ont peur aussi de perdre des droits qui l'ont vu, comme le droit à l'avortement ou encore plus de protection sociale. Alors personne ne sait à quoi va ressembler l'Argentine de Javier Milei. Et ce qui est sûr, c'est qu'il gouvernera avec comme éminence grise sa sœur, Karina, qui a toujours été à son côté, avec qui il a des liens extrêmement forts. Elle est extrêmement discrète, elle ne s'exprime jamais en public, et c'est elle l'architecte de sa campagne, l'architecte de sa victoire, et aucune décision ne sera prise sans elle. Maricel Rodríguez Blanco, c'est un candidat totalement iconoclaste qu'on portait au pouvoir les Argentins. Sa victoire vous a surprise? Non, je ne peux pas dire que ça m'a complètement surprise. Certes, c'est un outsider politique, du point de vue du politique, puisqu'il était député depuis seulement 2 ans. En revanche, on voyait venir, si on connaît la structure de la société argentine et les champs politiques argentins, on voyait venir quand même un mouvement assez important des classes moyennes, classes populaires, qui étaient fatigués des gouvernements, fatigués de l'État, et qui donc ont donné leur voix à ces nouveaux présidents. On ne peut pas comprendre le succès de Javier Milei sans faire le bilan du péronisme? Oui, en effet, vous avez raison de le dire. Il faut d'abord faire le bilan de ces derniers gouvernements péronistes, kirchneristes d'Alberto Fernandez, mais il faut également faire le bilan des années précédentes des gouvernements de Mauricio Macri, entre 2015 et 2019. Ces gouvernements-là, qui a contracté la dette la plus importante que l'Argentine ait contractée, auprès du Fonds monétaire international notamment, a laissé le pays dans une situation très, très compliqué économiquement qu'Alberto Fernandez n'a pas pu, à travers des mesures vraiment très faibles, très tièdes économiquement, n'a pas pu revertir. C'est tout le paradoxe, parce que Milei, d'une certaine manière, c'est le successeur de Mauricio Macri, en plus libéral encore. Exactement, c'est-à-dire que, de mon point de vue, ce qu'il va essayer de faire, ce qu'il a déjà dit qu'il essayerait de faire, c'est d'aller plus loin encore que les mesures de Mauricio Macri, qui étaient telles, on s'en souvient, à la promesse, ça a été de relibéraliser l'économie par rapport à un gouvernement de 10 ans kirchneriste qui avait redonné du poids à l'État.
Et là, ce qu'on voit à travers le discours de Milei et ses premières pratiques, c'est justement un retour à ces modèles néolibéraux, mais là, à outrance. C'est-à-dire qu'il veut aller encore plus loin en réduisant drastiquement l'État. Et oui, justement, c'est toutes ces années d'errement dont hérite aujourd'hui Javier Milei, elles sont la raison de son succès. Elles pourraient bien s'avérer aussi un héritage lourd à porter, Antoine Fenot. Oui, absolument. Je vous ai préparé une sorte de petit résumé des crises dont malheureusement l'Argentine est habituée, une spirale dont le pays n'arrive tout simplement pas à se sortir. Quelques chiffres pour l'illustrer. Tout d'abord, on va commencer par le taux d'inflation. Regardez cette courbe. 121%. Alors évidemment, ce sont des estimations en fonction de si vous prenez une période de l'année ou si vous prenez lycée sur l'année. Plus de 121%, vous le voyez, avec des projections pour 2028 en bas de la courbe qui s'annoncent meilleures. Mais là encore, ce sont des projections. Également, autre chiffre inquiétant, c'est le taux de pauvreté que j'ai récupéré sur le site de l'Institut national de statistique argentin. Juste ici, vous le voyez, le taux de pauvreté touche 40% de la population, un peu plus de 40% de la population. Également inquiétant, vous le voyez, le nombre de ménages qui lui aussi est sous la ligne de pauvreté, c'est 29,6%. Mais ces difficultés, je vous le disais, elles ne sont pas nouvelles. J'ai retrouvé ici ce graphique qui recense tous les défauts de paiement de l'État argentin. C'est indiqué en rouge ici, vous le voyez sur ce graphique, tous les moments où l'État argentin s'est retrouvé en défaut de paiement. On va faire un petit focus, si vous me permettez, sur cette période en 2001, car c'est une année importante. En décembre de cette année, le gouvernement décide de geler les avoirs bancaires et de limiter les retraits des épargnants. Illustration donc d'un défaut de paiement historique de l'État argentin. S'en suivent notamment des manifestations historiques. Vous apercevez ces photos juste là. Plusieurs dizaines d'Argentins sont tués à cette occasion et 4 présidents, rien que ça, se succèdent dans l'espace d'une semaine. Et déjà, sur les murs, on voit apparaître ça, le dollar, un appel à la dollarisation de l'économie. L'un des problèmes également de l'Argentine, c'est ceci, ce prêt, vous l'avez mentionné, contacté auprès du Fonds monétaire international, un prêt qui a été réévalué à la hausse, accordé en 2018 pour atteindre 57 milliards de dollars, vous le voyez juste ici, un prêt que les autorités argentines ont le plus grand mal également à rembourser et que le FMI lui-même a émis des doutes sur ce prêt, fallait-il l'accorder ou non à l'État argentin. En tout cas, vous le voyez, le FMI a fait son mea culpa en disant qu'il s'était trompé de stratégie à ce sujet. Merci Antoine, une économie, on l'a bien compris, sous l'eau, des prix qui crèvent tous les plafonds, une monnaie nationale, le peso, qui dévisse face au dollar. Illustration avec ce reportage signé Mathilde Guillaume et Mariano Toledo. Depuis le début de l'année, la valeur du peso a été divisée par 3. Les billets de 1000, parmi les plus forts disponibles, valent aujourd'hui à peine plus d'1 dollar. En 2007, ça, c'était mon salaire. Et maintenant ? Aujourd'hui, avec les mêmes billets, je ne peux acheter que 2 ou 3 produits de première nécessité. Afin de se protéger de cet effondrement du peso, ceux qui le peuvent, comme Guy Germaud, se réfugient dans le dollar. Bonjour, tu l'as à combien le dollar aujourd'hui ? Le gouvernement impose un contrôle d'échange drastique, alors les transactions se font à la sauvette, directement dans la rue ou bien à l'abri des regards, comme dans le double fond de ce kiosque à journaux, reconverti en bureau de change clandestin. 20, 30 ou 100 dollars, dès que je peux économiser, je convertis. Et c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour arrêter d'en perdre. Maricel Rodriguez Blanco, depuis qu'il est élu président, la bourse de Buenos Aires fait du yo-yo. Le peso argentin, déjà très affaibli, a du mal à se maintenir. Les investisseurs attendent avec impatience le traitement de choc, ou bien est-ce qu'ils sont inquiets face à Javier Milei et son caractère imprévisible? Est-ce qu'il y a un risque, en gros, qu'il aggrave la crise? Oui, c'est vrai qu'il peut paraître imprévisible avec un discours provocateur qu'il continue à avoir malgré le fait qu'il n'est plus candidat. En revanche, on a déjà vu des augmentations des prix, on a déjà vu un début en fait, de mesures, il y a déjà eu des licenciements aussi au sein des entreprises, il y a déjà un certain nombre de mesures aussi des privatisations qui ont été annoncées, probablement vont être mises en place dans les premiers mois du gouvernement. En tout cas, ce qu'on s'attend, c'est avoir des mesures de choc, comme vous l'avez bien dit, c'est-à-dire très rapides et justement, il a refusé, il a dit dans son discours qu'il ne voulait pas des mesures graduelles et il a tout de même déjà annoncé, et ça on peut s'attendre à des sacrifices de la part de la société argentine pendant au moins 2 ans, mais il a dit que son modèle aurait des fruits seulement au bout des 14-15 ans. Oui. Bon, il ne comprend pas qu'un président dure seulement 4 ans en Argentine. Mais...
il y a 2 précédents en matière de libéralisation en Argentine. Mauricio Macri, ça n'a guère été un succès, on l'a vu. Et puis Carlos Menem, dans les années 90, on lui crédite d'avoir considérablement enrichi la classe moyenne à l'époque. On ne peut pas dire tout à fait ça, en tout cas pas pour toute la classe moyenne. Il est vrai que pour une partie de la classe moyenne, du moment où ils ont pu convertir les pesos à l'époque en dollars, on avait la convertibilité, donc un peso était égal à $1, il y a une partie de la classe moyenne qui a pu, par exemple, partir à l'étranger, qui a pu bénéficier des importations des produits étrangers également. Donc une toute petite partie, je dirais, de la classe moyenne s'est bénéficiée, mais il ne faut pas oublier que l'Argentine est composée d'une économie informelle très importante, d'une partie des travailleurs qui à l'époque sont restés au chômage. Donc, il y a en tout cas une bonne partie de la société argentine à l'époque, au contraire, s'est pas bénéficiée et a subi les mesures du ménémisme, comme on a pu les voir dans les années 90 avec les protestations massives qui ont barré les routes à l'époque, un peu comme les Gilets jaunes en France. On barrait les routes, on les appelait piqueteros, des piquets, des grèves, mais c'est seulement qu'ils les faisaient sur les routes. Ces mouvements-là étaient d'une ampleur inédite dans ces pays et il est resté des traces, il en est resté des traces puisqu'on a des associations aujourd'hui d'organisations en Argentine qui sont très actives et qui s'inspirent en fait de ces mouvements-là dans les années 90 qui ont réagi fortement aux modèles néolibéraux approfondis par le gouvernement de Menem. Donc ça s'est déjà mal fini à l'époque, c'est ce que vous dites, et la crise du début des années 2000 était le fruit aussi de cette politique ? Exactement. La crise qu'on a vécue en décembre 2001 a été en partie un résultat en fait, de toute une décennie, on peut dire, des modèles néolibéraux, c'est-à-dire des approfondissements d'un certain nombre de mesures, de réduction de l'État, des privatisations qui ont laissé énormément de chômeurs. À la sortie du gouvernement de Menem, par exemple, il faut se souvenir en fait, qu'il y a eu une montée, mais vraiment exponentielle du chômage, qui est maintenant un trait structurel de la politique et de la société argentine. 18-20%. Oui. Problème pour Milei, dans une Argentine fédérale, il ne dispose pas de majorité au Congrès, ni même de gouverneur dans les provinces. C'est un président sans capacité d'action qui va prendre la tête de l'Argentine ? Je ne pense pas cela, pour la raison suivante. Je crois qu'en Argentine, c'est un système présidentialiste surtout. Il y a un parlement qui joue son rôle, mais la figure du président, elle est très forte. Et il ne faut pas croire que Milei va être simplement une marionnette de Mauricio Macri. Alors, il a déjà pacté, déjà négocié avec cette droite qui avait déjà gouverné le pays, comme le montre d'ailleurs la nomination à certains ministères très importants de l'Argentine, des figures qui avaient déjà joué des rôles importants dans le passé, comme Patricia Bullrich, qui va être ministre de la Défense. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'il va simplement suivre le souhait et les projets des Macri. Et il a déjà dit, en fait, d'ailleurs, que c'était lui qui nommait les ministres au gouvernement et qu'il n'allait pas suivre forcément seulement le souhait de Macri. Il s'appuie sur une structure politique que Macri, par contre, lui prête. Eh bien, on va voir ce qu'il va en faire dans la deuxième partie du Monde dans tous ses États. Restez avec nous, on se retrouve juste après un journal. Suite du Monde dans tous ses États avec la sociologue Maricel Rodriguez Blanco. Que nous promet l'arrivée au pouvoir de Javier Milei en Argentine ? On y pense forcément, nous ici en Europe. Il faut dire que si l'Argentine est loin, c'est culturellement l'un, sinon le pays dont nous sommes le plus proche en Amérique latine. Et pas qu'au niveau des idées, les Européens vont-ils demeurer les plus gros investisseurs étrangers en Argentine, Alix Le Bourdon ? L'Union européenne a eu beau féliciter Javier Milei pour son élection et espérer que le partenariat avec l'Argentine se poursuive, les relations risquent de ne pas aller en s'améliorant, notamment en ce qui concerne un texte très important pour les Européens, l'accord UE-Mercosur. C'est un projet de traité de libre-échange avec l'Argentine, mais aussi avec le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Mais pendant sa campagne, Javier Milei a affirmé vouloir quitter cette association avec d'autres pays sud-américains. Et on sait par ailleurs que certaines clauses contenues dans cet accord UE-Mercosur sont inacceptables pour cet élu d'extrême droite, notamment certaines clauses environnementales qui concernent la déforestation. Conséquence, il y a quelques jours, l'Argentine a annoncé qu'il n'y aurait pas d'avancée dans les négociations avant l'investiture de son président, faisant dérailler l'espoir d'arriver à des conclusions lors du sommet du Mercosur du 7 décembre. Nouvel échec donc pour ce texte qui est maintenant en négociation depuis près de 25 ans et face au climato-scepticisme affiché par Javier Milei, il est difficile de voir comment ces négociations pourraient avancer, d'autant qu'au sein de l'Union européenne, il y a une poignée de pays, notamment
emmenée par la France qui souhaite que dans ce texte soit respecté l'accord de Paris. Maricel Rodriguez Blanco, pensez-vous que comme les États-Unis sous Donald Trump ou le Brésil de Bolsonaro, l'Argentine va s'isoler des pays occidentaux sous la présidence de Javier Milei? On pense à cet accord Mercosur-Union européenne ou encore les questions environnementales, mais pas seulement. Alors, ce qu'il est certain, c'est Milei a déjà affirmé qu'il ne va pas négocier avec les pays qu'il considère comme étant communistes, à savoir la Chine et le Brésil. En revanche, la Chine et le Brésil sont les deux partenaires les plus importants de l'Argentine en ce moment, donc on voit mal comment il pourrait nier en fait les relations commerciales avec ces pays. Deuxièmement, ce qu'il a déjà dit qu'il allait faire, et qui rentre dans les cadres de son climato-sceptisme, c'est le fait de privatiser les ressources naturelles, notamment le pétrole. Ça, c'est une autre des mesures. Donc on s'attend fortement, en tout cas, qu'il continue un peu dans la ligne des Bolsonaro, qui a déjà affecté énormément la biodiversité en Amérique latine, notamment en promouvant la déforestation de l'Amazonie. Lorsqu'on les écoute, lui et sa sœur Karina, s'opposer au droit à l'avortement, tout récent en Argentine, promulgué en 2020, ou vouloir supprimer le ministère des Femmes, on est face à la même droite conservatrice qui prospère ici même en Europe centrale ou en Italie. Oui, on peut dire qu'il y a en tout cas des extrêmes droites qui prospèrent un peu partout dans le monde entier. Ça, c'est un phénomène global. Et seulement, il y a des variantes de ces extrêmes droites. L'Argentine en est une de ces variantes. Ce que l'Argentine, par exemple, là, qui les distingue typiquement de Trump, c'est notamment le fait d'avoir un État, d'avoir une histoire, en fait, une société qui s'est construite notamment autour d'une importante action de l'État, notamment à partir des années 1930. Et puis au fil des gouvernements, notamment kirchneristes. Et ça le différencie notamment d'autres qui peuvent être d'autres pays de l'Amérique latine et du monde, en fait, qui peuvent être au contraire plus libéraux, par exemple, comme les États-Unis. Et l'extrême droite de Milei incarne en quelque sorte aussi une variante, puisqu'elle est ultralibérale, c'est-à-dire qu'il veut réduire l'État au minimum, rappelons-le, il veut réduire les ministères, 18 ministères argentins à 8 seulement. Donc, il n'y a pas que le ministère des femmes, du genre et de la diversité, il y a également le ministère de l'Éducation, de la Culture, le ministère du Développement social, qu'il promet déjà de réduire et d'insérer au sein d'un méga-ministère qui s'appelle le capital humain. En tout cas, le conservatisme en matière de mœurs, il n'est pas nouveau en Argentine. Il puise ses racines dans la longue tradition latino-américaine avec, pour l'Argentine, Antoine Fenoy, un penchant pour les dirigeants populistes. Oui, absolument. Le succès, vous l'avez dit, du profil populiste de Javier Milei est une surprise, mais il y a des raisons et surtout une tradition politique dans le pays. Une tradition initiée par cet homme que j'ai trouvé ici, vous le voyez avec son café en main, Juan Domingo Perón. C'est le premier président de l'Argentine à être élu au suffrage universel. Il va assumer ses fonctions en 3 reprises. C'est surtout l'initiateur d'un mouvement politique essentiel en Argentine, donc le péronisme courant politique porté par ce parti qu'il va créer juste après dans la foulée, le parti justicialiste. Alors difficile de le définir, tantôt à droite, tantôt à gauche. Le péronisme en tout cas se bâtit autour du syndicalisme, du combat ouvrier et d'un État fort, mais il est surtout axé sur la volonté de son chef. Et ça, c'est important de le noter. Le péronisme qui structure donc la vie politique argentine et son positionnement politique, eh bien lui, je vous le disais, il change régulièrement. Aujourd'hui, il est plutôt social-démocrate, à l'image de désormais ancien président Alberto Fernandez et surtout de Cristina Kirchner, vous le voyez juste ici, sa vice-présidente et également présidente de l'Argentine. Le péronisme et ses déclinaisons tellement forts que Mauricio Macri, on va voir juste ici avec son écharpe de président, en 2015, eh bien, il devient le premier président à ne pas être issu du rang des péronistes ou des radicaux en Argentine. C'était une première. Enfin, dernier élément structurant également la vie politique argentine, c'est la violence. Regardez ce graphique que j'ai trouvé pour vous. Il liste le nombre d'États et de tentatives de coups d'État dans le monde. Et l'Argentine, vous le voyez juste ici, se classe en 3e position avec 20 coups d'État. Alors 11 tentatives et 9 coups d'État réussis. Il se classe juste derrière Haïti ou la Bolivie. Là, avec une illustration également sinistre que beaucoup connaissent, c'est la dictature sanglante de Jorge Videla, que vous voyez juste ici, avec notamment ces milliers de disparus et de victimes, avec une illustration également de cette violence politique. C'était, souvenez-vous, peut-être c'était en septembre 2022, lorsque justement l'ancienne présidente Cristina Kirchner avait réchappé de peu à une tentative d'assassinat. Merci Antoine Fenoy. Et oui, l'Argentine de l'après-guerre mondiale aura oscillé entre péronisme et pouvoir militaire, avec, vous venez de le dire, à la fin des années 70, une répression très dure envers les opposants pour chasser au-delà même des frontières argentines sous le général Jorge Rafael Videla, ce que l'on a appelé à l'époque l'opération Condor, une forme d'amicale des dictatures latino-américaines, un véritable traumatisme pour les victimes, mais aussi pour les enfants des policiers et militaires accusés et parfois condamnés
pour crime contre l'humanité. Extrait d'un reportage d'Éléonore Vanel pour France 24. Florencia Lance a grandi dans un quartier cossu de la capitale, ignorant tout de la violence de l'époque. Et pourtant, tous les ans, son père organisait ses anniversaires sur le camp militaire où il travaillait. Tout bascule le jour de ses 11 ans, quand un ami lui explique ne pas pouvoir venir à son anniversaire. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'à l'endroit où je fêtais mes anniversaires, on assassinait des gens. Ça a été un choc très fort pour moi. Je ne m'en suis pas remise. Juste après, j'ai demandé des explications à mon père et il n'a pas nié. Il a dit qu'il était un officier militaire entraîné pour servir la dictature. Alors, jeune adolescente, il faudra à Florencia des années pour réaliser la gravité de ses aveux. À sa majorité, elle rompt tout contact avec son père. Elle n'entendra parler de nouveau de lui que 25 ans plus tard, lors de son procès, où il est condamné à la prison à perpétuité. C'est juste impossible que je puisse accepter ce qu'il a fait. Que ce soit la même personne que j'aimais, avec laquelle je jouais, je riais. De me dire que juste après, la même nuit, il me laissait puis il allait piloter un avion pour jeter des personnes vivantes dans la mer ou dans le fleuve. C'est impossible que je lui pardonne. Maricel Rodriguez-Blanco, les associations de droits de l'homme estiment à 30 000 le nombre de disparus de cette guerre sale dans laquelle des milliers d'opposants politiques ont été enlevés par la junte militaire. C'est encore un traumatisme pour les Argentins à l'image du franquisme en Espagne? Oui, certainement. La société argentine, il faut savoir qu'elle est en continuité démocratique depuis 1983, la sortie de la dictature militaire qui a démarré en 1976. Et cela, suite à, comme vous l'avez affiché dans votre reportage, à une série de gouvernements qui ont oscillé entre des gouvernements dictatoriaux ou autoritaires plutôt et des démocraties. Pas seulement péronistes d'ailleurs, on a eu des démocraties avec l'Union civique radicale qui est le deuxième grand parti de l'Argentine jusqu'aux années 2000 seulement. Raúl Alfonsín par exemple. C'est ça, exactement. Et avant Perón, Hipólito Yrigoyen également. Mais il faut dire en fait que la société argentine se rappelle de cette dictature et ceci grâce en grande partie, je dirais, au travail de mémoire fait par des associations des mères et des grands-mères de la Place Aimée, par exemple, et d'autres organisations. Si ce souvenir est aussi vivace, comment expliquer alors que tant d'Argentins se tournent aujourd'hui vers Javier Milei, à moins qu'on ait tort ici de le voir comme autoritaire, mais il semble très violent dans son discours envers ses adversaires? Une partie de la société, notamment une partie des classes moyennes, qui sont quand même plus profondément en termes des valeurs conservatrices et qui ont commencé à avoir un discours négationniste vis-à-vis des crimes commis pendant la dictature militaire, en appelant la dictature une guerre, c'est-à-dire en reprenant le langage des militaires, de la junte militaire qui a gouverné le pays pendant ces années-là, ces années sombres. Cette partie-là de la société argentine a commencé à trouver l'espace public comme un espace où elle pouvait s'exprimer. Et ça, c'était pendant le gouvernement de Mauricio Macri déjà, donc quelques années auparavant, avant en tout cas l'arrivée des Milei. Et cette partie des classes moyennes ont vu en Milei aussi une figure anti-péroniste dans laquelle s'est projeté. Et s'il est un homme aussi qualifié d'autoritaire, auquel se réfèrent souvent nombre de personnalités politiques en Argentine, on vient de l'évoquer à l'instant, c'est bien Juan Domingo Perón, le seul à avoir été élu président à 3 reprises. La dernière fois, c'était en 1973. 18 ans après avoir été chassé du pouvoir par un coup d'État, Perón revient au sommet par les urnes. Voyez ces images d'archives. Pour l'Argentine, c'est l'heure de vérité. Dans 3 heures, en principe, Perón posera le pied sur le sol argentin qu'il a quitté voilà 17 ans. Depuis hier, l'armée, la marine, l'aviation sont mobilisés. 35 000 policiers contrôlent Buenos Aires. Les blindés ont cerné la capitale. Les descamisados, les partisans de Perón, s'apprêtent à faire un accueil triomphal à leur idole. Les murs de la capitale ont été tapissés de portraits de l'ancien dictateur. En faisant arriver Perón à l'aéroport d'Ezeiza, à 42 km de Buenos Aires, les autorités espèrent éviter un trop grand rassemblement populaire. Hier, l'ex-président argentin a tenu une conférence de presse avant de quitter Rome. Il a notamment lancé un appel à ses sympathisants pour qu'ils soient prudents et évitent les désordres.
Je ne suis pas un dictateur, a-t-il ajouté. Si le mouvement péroniste, c'est-à-dire le peuple argentin, me demande d'être candidat, j'accepterai. Je suis l'esclave du peuple. Interrogé sur le temps qu'il comptait passer en Argentine, il répondit « Je ne peux pas prévoir. Je suis comme un maçon appelé pour réparer un ouvrage en train d'être démoli. Le travail durera ce qu'il devra durer, telle est ma tâche. » Enfin, Perón conclut. La réconciliation à laquelle j'aspire est pour tous les Argentins, y compris les militaires qui m'ont renversé. Je suis sans rancœur, j'ai tout oublié. C'est l'époque des grands hommes et non des hommes petits. Et il s'éteindra au pouvoir moins de 2 ans plus tard. Maricel Rodríguez Blanco, Perón a donné aux Argentins le goût des hommes providentiels. Il y a en effet une idée d'homme providentiel, d'homme messianique en tout cas derrière cette figure de Milei, d'identification avec un peuple. Il joue énormément sur les émotions, donc je crois que ça c'est très efficace, notamment dans une période des post-vérités comme l'actuelle, où il joue sur les médias. Merci beaucoup Maricel Rodríguez Blanco d'avoir été avec nous. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet france24.com, évidemment la semaine prochaine. D'ici là, très bonne semaine à tous.